Marquée par la résistance de ses parents dans les camps de concentration de l'époque des nazis, Marianne Blum a voulu à son tour partir à Gaza pour vivre parmi les Palestiniens. Elle y passera 10 ans comme professeure de lettres françaises, mais aussi comme témoin d'un peuple qui a fait de la résistance son cheval de bataille. Pour Marianne Blum, nous vivons en pleine confusion. Juifs, sionistes, sémites. À cause de ces confusions, le peuple palestinien paye depuis des dizaines d'années pour un crime qu'il n'a jamais commis, l'antisémitisme et le génocide nazi. À cause de ces confusions, l'État d'Israël bénéficie d'une impunité totale, malgré les violations incessantes du droit international. À cause de ces confusions, toute critique de la politique israélienne est systématiquement qualifiée d'antisémite. Et l'Europe dans tout ça? Pour Marianne Blum, l'Europe culpabilise comme un parent absent. Elle répare son silence par un rôle de bailleur de fonds. C'est sans doute pour cette raison que l'injustice de l'occupation ne coûte rien aux Israéliens. Madame Blum, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, vous avez vécu plus de 10 ans dans la bande de Gaza comme coopérante européenne. Quels souvenirs marquants vous gardez à l'esprit? Il y a sans doute deux choses marquantes, c'est l'occupation vue, sentie de l'intérieur. Parce que bon, j'ai des parents qui, en tout cas mes grands-parents et ma mère ont été dans les camps de concentration et ont fait de la résistance. Ils m'ont parlé de l'occupation, mais disons, je ne l'ai jamais ressenti ce que pouvait être réellement l'occupation. Et c'est vrai qu'en plus, c'était une occupation bizarre, puisque la plupart du temps, on ne voyait pas les soldats, on ne voyait pas l'occupant. Mais néanmoins, tout notre esprit, notre vie quotidienne était occupée. Et donc ça, c'est une des choses qui m'a le plus frappée. Et la deuxième, c'est les gens, en fait. C'est cette extraordinaire manière de continuer à vivre, à résister, à vouloir étudier, à travailler, à faire du théâtre, de la musique, alors qu'on est dans des conditions terribles. Je dirais, par rapport à notre standard de vie en Europe, c'est quelque chose qui est tout à fait fascinant. Je veux dire, de voir des gens qui n'ont rien et qui ont envie de faire plein de choses et qui les font. Alors que je pense qu'ici, beaucoup de jeunes sont un peu désabusés ou les gens sont déprimés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de déprime, mais en tout cas, les gens ont une envie folle de faire continuer la vie. Et cette manière de faire continuer la vie, de faire tout ce que, en fait, l'être humain devrait pouvoir faire, depuis étudier, en passant par travailler, tout simplement s'amuser sur la plage, eh bien, il le faisait et pour moi, c'était la plus belle marque de résistance. C'est une vraie résistance, c'est la résistance du peuple, la résistance de tout le monde. De dire qu'en fait, l'occupation est là, mais on ne laissera pas l'occupant vous tuer dans votre âme. Et je pense que ça, c'est une des choses qui est pour moi une leçon aussi. Mais en fait, qu'est-ce qui vous a motivé à partir aussi loin pour aller enseigner? Je rappelle, littérature française donc à l'université d'Al-Azhar. Bah écoutez, c'est une longue histoire d'abord. D'abord, je suis d'une famille où on ne reste pas indifférent au monde. Chez moi, on ne disait pas qu'on était belge, on était international. Le monde entier, en fait, était un terrain d'action. L'injustice, où qu'elle soit, ne pouvait être acceptée. Et donc, c'est clair que quand en 67, j'étais au lycée et qu'a commencé la guerre de 67, je me souviens avoir été horrifiée par les images qu'on voyait dans les journaux. Et j'ai donc été chez mon grand-père pour qu'il m'explique quel était ce problème qui se posait. Et à partir de ce moment-là, dans notre classe, en fait, on s'est divisé en deux groupes. Je pense qu'on devait être 2 ou 3 du côté palestinien et tout le reste du côté d'Israël. Et donc, c'est depuis le début, je veux dire, je suis dans une famille où le monde n'est pas indifférent. Puis après ça, je fais mes études à l'ULB, il y avait déjà des manifestations pour la Palestine, il y a eu l'assassinat de Naïm Kader. Et alors, je me suis engagée dans l'association belgo-palestinienne. Et ce qu'il y a, c'est que quand on s'engage dans une association, c'est intéressant. Je veux dire, on essaie de rendre les gens conscients du problème. Mais il arrive un moment où on se dit, bon, je lis tout, j'ai l'impression de tout savoir. Et on a une impression de piétiner malgré tout, parce que les choses n'avancent pas tellement. Et donc, quand, après les accords d'Oslo, la Belgique a signé des accords de coopération avec l'autorité palestinienne, elle a choisi comme domaine, premier domaine, le domaine universitaire. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, il est temps d'aller sur le terrain. Et je me suis donc, j'ai fait les interviews auprès de l'APF. Et c'est comme ça que je suis partie en Palestine, avec l'idée fondamentale qu'il fallait pas seulement comprendre intellectuellement, mais
pouvoir vivre avec les gens, voir ce que c'était. Bon, j'avais déjà été à la première intifada en mission en Palestine, mais bon, c'est pas vivre avec les gens. Et en même temps, je pense que ça m'a donné une compréhension interne des choses qui est que personne ne peut avoir s'il n'a pas vécu sur place. Vous êtes aussi, en fait, de celles qui disent que l'embargo à Gaza ne date pas depuis que le Hamas a pris le contrôle de cette région du monde. Ah oui, ça je peux vous dire, effectivement. Je dis toujours, en fait, c'est l'embargo de l'embargo de l'embargo de l'embargo. Quand je suis arrivée à Gaza en 95. Et donc en 95, moi je suis arrivée avec un sentiment très mitigé sur les accords d'Oslo. Avec des amis, on avait lu, on avait discuté. Moi, je ne pensais pas que c'était des accords qui allaient mener très loin. Enfin, je suis arrivée à Gaza et j'ai vu des gens qui me disaient « Mais non, nous serons Singapour, nous on sera Singapour, tout va aller, c'est la paix ». Et finalement, bon, je n'étais jamais qu'une étrangère qui allait à Gaza. Et donc, je me suis laissée un peu porter par le mouvement, malgré mon esprit critique. Et puis, si vous vous souvenez, en 1996, il y a eu ce tunnel que les Israéliens ont creusé sous la mosquée Al-Aqsa. Et à ce moment-là, il y a eu à Gaza des manifestations. Et ces manifestations se sont dirigées sur Erez, puisqu'on était complètement entourés. Depuis les accords d'Oslo, en fait, la bande de Gaza est déjà entourée d'un mur dont on n'a jamais parlé, un mur de barbelés qui ne permet à personne de passer. Il y a 2 points de passage. Et donc les gens sont allés vers Erez de manière très pacifique. Il y a eu des morts. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une révolte aussi dans les territoires occupés de Cisjordanie. Et la bande de Gaza s'est retrouvée sous embargo. Je veux dire, tout d'un coup, nous qui étions étrangers, on ne pouvait plus sortir. Pendant 1 mois, on est resté à l'intérieur de cette bande de Gaza sans pouvoir sortir. Alors que nous étions des internationaux avec un statut particulier. Et au bout du mois, la farine a commencé à manquer. Et j'étais encore naïve et je disais, mais allons acheter la farine en Égypte, on n'a pas besoin des Israéliens. Parce que je ne me rendais toujours pas compte qu'en fait, la barrière était complète, que la frontière avec l'Égypte était tenue par les Israéliens aussi. Ça allait très loin, il y avait la farine, mais il y avait aussi les médecins qui nous disaient, on attend les médicaments pour faire les vaccinations polio des enfants. Et ces vaccins ne passaient pas la frontière non plus, malgré des organisations comme Human Watch, etc., qui essayaient de faire passer les médicaments. Donc là, je me suis dit, mais finalement, à la première intifada, quand je venais à Gaza, c'était parfois difficile, mais on entrait, on sortait. Les Palestiniens entraient, sortaient. À partir des accords d'Oslo, la bande de Gaza a déjà constitué une sorte de prison. D'ailleurs, les gens disaient « bienvenue dans notre prison » après 1 an. Donc en fait, votre combat pour la libération de la Palestine ne date pas depuis votre séjour à Gaza, Ah n'est-ce non, pas? non, c'est clair. Je veux dire, mais ce serait pour n'importe quel autre pays qui serait dans les mêmes conditions. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les Palestiniens sont les meilleurs au monde et que ce sont les plus. Pas du tout. Mais je pense que c'est un de ces rares peuples qui, encore aujourd'hui, subit une occupation. Il y a peu d'autres pays dans le monde qui subissent ça, avec une injustice complète. Puisqu'en plus, ils ont pour eux le droit international, ils ont pour eux des décisions de l'ONU et que rien de cela n'est appliqué. Donc effectivement, mon combat ne date pas. Mais mon arrivée à Gaza m'a rendu l'occupation plus tangible. Donc ça, c'était la première fois, en 1996, et bien voilà, on était bloqués, plus rien. Et puis, il y a eu différents événements, il y a eu des attentats en Israël, etc. Et c'était de nouveau la même chose. Et ça portait déjà aussi sur les marchandises. Vous savez, il y avait parfois des choses complètement folles aussi. C'est de se retrouver dans une épicerie, dans un coin de Gaza, un mini supermarket, et de se retrouver avec l'épicier qui vous dit « c'est quoi ce truc-là » Et c'est des boîtes de litchis. Et il me dit « c'est quoi des litchis » Et je lui dis « mais je ne comprends pas pourquoi tu commandes des litchis si tu ne sais pas ce que c'est. » Et il me disait « mais je ne commande pas. Quand je fais mes commandes en Israël, il m'impose une série de biens aussi. » Donc on se trouvait effectivement déjà dans une sorte de prison. Alors quand il y a eu les élections, on a encore plus fermé la bande de Gaza. Alors qu'il y a eu aussi un essai de gouvernement d'unité nationale. Les Européens ont dit « ah oui, c'est très chouette, mais on ne parle pas avec le Hamas ». Donc la bande de Gaza est restée bloquée.
Puis, et donc depuis 3 ans, pardon, c'est le blocus attendez, total ce et blocus international. était encore renforcé. Absolument. Alors, vous qui avez bien sûr côtoyé les jeunes Palestiniens et singulièrement les jeunes de Gaza, vous le savez, ils sont très pieux, très religieux. Est-ce qu'ils comprennent que des Européens, notamment, qui sont pour la plupart laïcs, voire athées, soutiennent avec force donc leur cause? Mais c'est vrai que c'est une société religieuse, mais ça ne veut pas dire non plus que ce que l'Occident imagine être religieux est la même chose que ce qu'ils ont dans leurs imaginations. Alors c'est vrai que c'est une société religieuse où effectivement il y a des codes qui sont aussi des codes religieux, mais c'est devenu des codes de vie, donc ça n'a pas toujours beaucoup de signification. Je veux dire, au début j'étais très interpellée par le fait qu'au bout de chaque phrase on avait Inch'Allah, Istaghfarallah, Wahid Allah. Enfin, moi, je me dis, mais c'est pas possible. Et puis, finalement, un jour, en faisant du théâtre avec des copains et en devant traduire ça en français, ils m'ont dit, mais tu traduis ça littéralement, toi? Et je leur ai dit, ben oui, je ne sais pas quoi faire d'autre. Ils m'ont dit, mais tu sais, pour nous, ça a une signification comme quand tu dis bonjour. Est-ce que tu penses que tu dis bonjour? Non, tu dis bonjour. Ben pour nous, ça fait partie. Mais qu'est-ce qu'il y a ça? Alors, qu'est-ce qu'il pense de la laïcité et de l'athéisme? Ça, c'est une bonne question. Mais moi, je suis enseignante. Je me suis toujours dit, je ne mentirai pas sur le fait que je suis athée. Donc, régulièrement, on me demandait effectivement, est-ce que vous croyez, vous ne croyez pas? Moi, je disais non, je ne crois pas en Dieu. Alors, c'était un problème pour eux, c'est clair. Mais un problème qu'ils ont pris finalement par un biais tout à fait extraordinaire pour moi, ça m'était déjà arrivé en Belgique, c'est qu'ils m'ont dit, bon, vous êtes une personne bien, vous êtes chez nous, vous nous aidez, vous n'allez pas laisser perdre votre âme. Et donc, ils voulaient me convaincre qu'il fallait être musulmane à un moment ou à un autre. À la fin, bon, comme je suis restée 10 ans, ils ont renoncé. Ils ont dit, bon, ben, il y a des gens bien qui ne croient pas en Dieu, mais bon, on espère qu'un jour tu vas y penser. Maintenant, ça suppose aussi, si vous êtes laïque dans un monde qui est très religieux, ça suppose aussi de respecter les gens. Donc moi, je n'ai jamais fait de provocation et je m'étais toujours dit, si un jour on me dit, il faut absolument mettre un voile sur ta tête pour enseigner le français, je l'aurais fait parce que d'abord, je n'étais pas chez moi et parce que ça ne me coûtait pas grand-chose. Mais ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que finalement, à part une réaction très négative d'une maman, mais c'était de ma faute aussi. Elle me demandait si je croyais. Moi, je ne connais pas assez bien l'arabe pour bien parler, donc je lui dis un akafra. Elle a sursauté, elle a dit on ne dit pas des choses pareilles. Mais autrement, quand je disais aux gens je suis athée, je ne crois pas en Dieu, ça leur semblait étrange. Mais je n'ai jamais eu de gens qui m'ont dit bon alors on ne te parle plus, c'est fini. Alors le Hamas, donc c'est un mouvement religieux, islamiste. Vous, de votre point de vue, vous le considérez comme un mouvement terroriste ou un mouvement de résistance? Sûrement pas, je veux dire, pendant 10 ans de Gaza, vous pensez bien, j'ai rencontré des gens du Hamas. Et j'ai rencontré des gens du Hamas, sincèrement, d'une intelligence rare, dont Abu Shanab. Mais tous ces gens qui étaient vraiment des penseurs, des gens qui avaient le sens aussi du politique, Israël les a assassinés. Hein. La plupart de ceux qu'on aurait appelés aujourd'hui des modérés ont été assassinés. Dans mes étudiants, l'université Al-Azhar et surtout une université du Fatah, donc j'en avais quelques-uns mais pas beaucoup, c'est clair que c'est d'abord un mouvement de libération et de résistance. Et s'il a eu tant de succès, c'est par ce côté-là. Ce n'est pas le côté religieux qui a attiré les gens. C'est plutôt le côté, effectivement, de dernier rempart de résistance. Puisqu'à partir du moment où l'autorité palestinienne est devenue essentiellement Fatah, et je crois que c'est la grande erreur, mais il ne restait plus que le Hamas ou le Djihad islami ou parfois le FPLP quand il se réveillait pour être encore là pour dire il faut résister à l'occupation, il y a un problème, etc. Donc ils étaient les derniers. Et vous pensez que le fait que le Hamas est dans la liste des organisations donc, terroristes est justifié? Oh, moi je ne pense pas du tout. On en a discuté avec certains parlementaires européens pour savoir comment il avait été mis dans cette liste. Quelle est la procédure qui fait que quelqu'un rentre dans cette liste et comment on l'en fait sortir? Et il semble qu'au niveau de l'Europe, ce ne soit pas clair du tout. Il semble que là, on se soit aligné sur les Américains. Et quand on demande qu'est-ce qu'on peut faire pour faire sortir un mouvement de la liste des pays terroristes, on n'a pas de réponse claire. Il n'y a pas de procédure claire qui dise comment faire. Alors, vous me dites que c'est un mouvement religieux. C'est clair que le Hamas est de tendance religieuse aussi. Et je pense que peut-être c'est ce qui fait peur aux gens ici. Mais on laisserait le Hamas, on aurait laissé le Hamas gérer
avec les autres membres, puisqu'il voulait un gouvernement multipartite, je pense qu'on aurait vu que la tendance religieuse avait beaucoup moins d'importance que le reste. Ah, d'accord. Et donc, l'Union européenne est le premier bailleur de fonds pour les Palestiniens. À votre avis, pourquoi elle est de plus en plus remise en cause? Écoutez, dernièrement encore, l'Europe a voté je ne sais combien de millions d'euros pour rebâtir Gaza. Ok, c'est très bien. Mais en attendant, Israël ne laisse passer ni le ciment, ni les matériels métalliques, ni les châssis, ni. Donc ça veut dire quoi? Je donne de l'argent pour reconstruire et en fait, je ne fais rien pour qu'effectivement la frontière soit ouverte et qu'on puisse amener le matériel. Est-ce que c'est normal qu'une agence comme l'UNRWA, donc, qui est destinée aux réfugiés palestiniens, soit obligée maintenant de reconstruire des murs en utilisant des ingénieurs qui réutilisent des morceaux de béton? Est-ce que c'est normal qu'ils doivent faire aujourd'hui des maisons en terre pour les gens? Alors l'Europe se targue de payer, mais en fait, je veux dire, on est dans une stratégie qui ressemble vachement à la charité du 19e siècle. Je veux dire, on est en train de dire, bon, ils crèvent de faim, on va quand même les aider à ne pas crever de faim. Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est que la plupart de ces fonds n'arrivent pas, ou en tout cas ne sont pas utilisés à ce moment-là, ne peuvent pas être utilisés, tout simplement. Je rappelle aux téléspectateurs que donc, tout récemment, le ministre belge a été interdit au développement donc, et à la coopération, Charles Michel, pour ne pas le nommer, a été empêché donc d'entrer à Gaza, tout comme d'ailleurs Bernard Kouchner, il y a aussi quelque temps avant lui. Je pense que l'Europe n'a pas de courage. Je veux dire, si vous décidez de faire des actions, alors vous décidez de prendre les mesures qui vous permettent de faire ces actions. Elle ne le fait pas, et c'est systématique pour Israël. C'est dans plusieurs domaines. Je veux dire, le 2 poids 2 mesures commence à peser très lourd. Quand on imagine que quand la Russie occupait la Géorgie, l'Europe a dit « Ah, c'est fini nos accords avec vous, on va tout suspendre », que Israël occupe toujours et le Golan et les territoires occupés, etc. Et que là, on trouve ça tout à fait normal, on continue. On demande même le rehaussement du statut d'Israël auprès de la communauté européenne. C'est absolument honteux, je dirais. C'est contraire en plus à tout ce qui est écrit dans le traité de Barcelone, dans tous les traités de coopération. Donc il y a là un langage qui est tenu par l'Europe. D'un côté, on peut avoir des rapports sur la Palestine, et c'est ce qui se passe à Gaza notamment, mais aussi à Jérusalem, qui sont des rapports excellents. Et d'un autre côté, on a une pratique qui fait qu'en fait, les principes qu'on défend, et qu'on défend en tant que vieille Europe démocratique, enfin tout ce qu'on veut, respect des droits de l'homme, humaniste, ne sont absolument pas respectés sur le terrain. Comment est-ce qu'on peut, en tant qu'Européen, comment peut-on l'accepter? Et en tant que Palestinien, comment est-ce qu'on peut imaginer que les gens vont encore croire dans l'Europe? Or, je peux vous dire qu'en allant à Gaza et en Cisjordanie, les gens attendaient beaucoup de l'Europe, en disant l'Europe, au moins, ce sera un contrepoids aux effets américains. Mais cette Europe ne prend aucune des décisions, ou alors elle décide de donner de l'argent. Je finirai par croire que c'est un peu comme les parents, quand ils ont des enfants dont ils ne savent pas quoi faire, ils leur donnent de l'argent pour qu'ils s'achètent quelque chose, et comme ça, ils pensent qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais je veux dire, moi, en tant que Belge et en tant qu'Européenne, moi je trouve ça désastreux pour notre propre jeunesse aussi. Parce que c'est dire qu'on a des principes et que finalement, on peut très bien le dire et ne pas le faire, c'est bon. Et alors, quand vous voyez aussi les médias européens pratiquer l'autocensure quand il s'agit d'informer l'opinion publique européenne de la situation, de la réalité palestinienne, comment vous réagissez à... Je pense que tous les médias, et particulièrement certains journaux, ne pratiquent pas vraiment l'autocensure. Je pense que les médias audiovisuels, peut-être c'est plus... Je ne sais pas si c'est de l'autocensure. Maintenant, c'est vrai que le problème palestinien n'est pas le problème que traitent tous les médias, mais il est clair qu'il y a un lobby israélien et que la politique de communication d'autorité palestinienne n'est pas toujours excellente non plus. Et il est clair aussi que d'une certaine manière, ce qui touche à Israël est toujours sensible, en partie à cause du lobby israélien, qui est d'ailleurs installé à Bruxelles près des communautés européennes, mais aussi de la sensibilité d'une partie de la communauté juive. Et donc là, on a effectivement des médias qui restent très prudents. On sait très bien que quand quelque chose est dit contre Israël, on a automatiquement des réclamations et de l'ambassade d'Israël, etc. Mais je crois aussi qu'il y a cette théorie fausse de l'équidistance. Je
veux dire, l'équidistance, notamment pour la RTB, est un des grands principes. On m'expliquera toujours comment on peut être équidistant dans une histoire de crime entre un assassin et sa victime, dans une histoire politique entre un occupant et un occupé. Il n'y a pas d'équidistance. Je veux dire, il y a là quelque chose qui est complètement dévoyé et qui fait soi-disant office d'objectivité, mais ça n'est pas du tout l'objectivité. Alors vous êtes aussi de celle qui fait bien la différence entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Ça c'est assez clair, je veux dire, bon, j'ai des parents, je vous disais, ma mère et mes grands-parents ont été dans les camps de concentration pour fait de résistance. Moi-même, j'ai été élevée dans le respect de tout ce qui s'est passé dans cette deuxième guerre, et notamment du génocide. Mais critiquer Israël, ce n'est pas critiquer les Juifs. Je veux dire, Israël est devenu un État. Quand je critique Israël, je critique des Israéliens qui sont juifs. Ok, mais il y a aussi des Arabes, il ne faut pas oublier, des Druzes. Mais je veux dire, il n'y a pas à confondre l'antisionisme et l'antisémitisme. Maintenant que dans certaines couches de la population, la critique d'Israël puisse porter aussi sur une critique en général des Juifs, ça c'est autre chose, mais je crois que c'est le jeu dangereux que joue Israël, justement, en disant « nous sommes le pays des Juifs, nous sommes un État juif, etc. » Et donc forcément, les moins intelligents ou les plus passionnés vont effectivement, il y a une dérive possible vers l'antisémitisme. Mais tous les mouvements organisés comme l'association belgo-palestinienne, comme d'autres associations qui travaillent pour la Palestine, font bien la différence entre la critique d'une politique et d'un État et celle de juifs, puisqu'on sait très bien que dans nos rangs, vous avez les juifs européens pour la paix au Moyen-Orient, vous avez en Belgique l'Union des progressistes juifs de Belgique, tous des gens qui sont juifs et se définissent comme tels et défendent aussi le droit des Palestiniens. Donc là, je pense que c'est tout simplement parce qu'Israël joue ce jeu dangereux, à la fois de mettre toujours en avant le judéocide et à la fois de dire nous sommes un État juif pour les juifs et nous représentons tous les juifs. Donc là, il y a effectivement, il joue sur ce tableau, c'est ce qui fait aussi la frilosité, je pense, des Européens, de jouer là-dessus. Mais en fait, c'est un jeu qui est dangereux et c'est un jeu qui est faux. Aujourd'hui, Israël, c'est un État. Les Israéliens sont des Israéliens au même titre que je suis belge et que je pourrais être juive. Ils sont Israéliens et juifs, mais rien de plus. Et tout État peut être critiqué. Je ne vois pas, on peut critiquer les États-Unis, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas critiquer. Et donc le sionisme, qui est à la base de l'État d'Israël, peut être critiqué, comme toute idéologie nationaliste. J'aimerais aussi, Madame Blum, que vous réagissiez par rapport à ce projet de mur métallique égyptien, parce que là aussi, vous avez un point de vue assez intéressant. C'est-à-dire que, j'ai fait partie avec 1350 personnes internationaux, puisqu'il y avait des gens qui venaient des États-Unis, qui venaient d'Amérique du Sud, qui venaient de Malaisie, etc., à la Gaza Freedom March, où nous pensions pouvoir passer effectivement du Caire immédiatement dans la bande de Gaza et manifester contre le blocus de Gaza. Et aussi, il faut dire, contre l'impunité des généraux israéliens qui ont fait cette dernière attaque en 2009 contre Gaza. Et nous avons été interdits de passer. Alors, il y a plusieurs raisons internes qui expliquent certainement ça de la part de l'Égypte, mais je pense aussi qu'il y a le fait de ce mur d'acier qu'ils sont en train de construire. Alors, un mur intelligent, à mon avis, parce qu'il n'est pas visible. Autant le mur israélien, on peut manifester devant, on peut en faire des photos. Ce mur-là, on ne le verra pas. C'est donc un mur enfoncé dans le sol jusqu'à 30 mètres, un mur d'acier apparemment fait grâce aux ingénieurs américains, et en tout cas payé par les Américains, qui sera impossible de percer, impossible de fondre, avec un système de canalisation qui permettra immédiatement de jeter de l'eau de mer à l'intérieur des tunnels. Donc on a là en fait, en dehors de la barrière qui est déjà faite par les Israéliens avec la clôture, on va avoir à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, on va avoir là aussi un mur qui va empêcher, dit-on, le trafic des armes par les tunnels. Alors, l'affaire est simple. Si l'Égypte ne veut pas qu'il y ait un trafic illégal, elle peut empêcher les tunnels, mais pourquoi n'ouvre-t-elle pas alors tout simplement le terminal aux marchandises ? Donc pour Gaza aujourd'hui donc cantonné donc entre plusieurs murs. Plus la mer, n'oublions pas que la mer aussi est sillonnée des vaisseaux israéliens. Donc c'est réellement, on est dans une boîte. Comme me disaient mes étudiants, il manque un couvercle dessus et on sera complètement cuit.
Très bien. Et alors, vous le savez, le ministre de l'Intérieur israélien a cessé d'accorder des permis de travail pour donc, des ONG qui des ONG internationales qui travaillaient donc dans les territoires palestiniens, y compris d'ailleurs à Jérusalem-Est. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de relancer le processus de paix dans de telles conditions? C'est clair que non. En plus, les ONG qui sont frappées sont par exemple Oxfam, dont on connaît bien l'intégrité et les actions. C'est clair que non. Et ce qui énerve les Israéliens apparemment, d'après les contacts que j'ai eus avec les ONG, c'est qu'elles ont toutes leurs sièges à Jérusalem-Est. Et Israël voulant ou prétendant que Jérusalem est la capitale unifiée d'Israël, forcément ne supporte plus non plus ce fait d'être basé à Jérusalem. Alors c'est clair qu'ils sont en train de fermer toutes les portes. Je veux dire, moi-même, après avoir vécu 10 ans à Gaza, j'ai encore un flat à Gaza, ça fait déjà 2 fois que je suis refusée d'entrer. Notre ministre est refusé d'entrer aussi. Donc ils sont réellement en train de cantonner Gaza, de la même manière d'ailleurs qu'ils cantonnent pour l'instant la Cisjordanie, puisque de plus en plus on voit que tout se ferme. Et c'est pour ça que je dirais que la dernière incursion à Gaza, n'est pas un hasard, c'est pas une guerre qui est arrivée comme ça parce que le Hamas, Moi je pense réellement, comme Tania Reinhardt, que c'est une longue stratégie israélienne de se débarrasser du fait palestinien. Madame Blum, d'un mot, parce qu'on n'a plus le temps. Ici, à Bruxelles, qu'est-ce que vous faites de concret pour les Palestiniens? Ce qu'on peut faire, c'est évidemment du lobbying, c'est-à-dire autant que possible approcher nos hommes politiques, approcher les hommes politiques européens aussi, en essayant de les documenter et de les rendre conscients de cette distorsion qu'il y a entre le discours européen et l'action européenne. Et je pense que pour le citoyen tout à fait lambda, ben celui-là, il peut déjà commencer le boycott des produits israéliens, boycott des produits israéliens qui n'est pas difficile à faire. Et vous allez être étonnés, mais ça peut aller jusqu'à des pommes de terre. Nous qui sommes le pays des pommes de terre, nous avons parfois des pommes de terre qui viennent d'Israël. Le boycott, le désinvestissement pour les grosses entreprises, on voit que les Français ont quand même réussi avec Veolia, et ici avec Dexia, la campagne qu'a menée notamment Intal, a fait quand même que pour l'instant, Dexia est en train en Israël d'investir des colonies. Donc je pense qu'il y a plein d'actions qu'on peut faire qui sont à la fois à un niveau plus élevé politique, mais aussi qui est des actions de citoyens qui prennent en main une série de problèmes et qui mettent le doigt dessus. Et je crois que l'action Dexia a été vraiment un exemple. Très bien, Madame Blum, ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Pour moi aussi, merci d'avoir été avec nous. Merci. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. À très bientôt. Au revoir.